à toutes et à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre de l'EM Strasbourg pour cette table ronde donc, des femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche préparée par Rachel Nuland et les équipes de Brains & Janty et dont la captation sera assurée par Astrid de Cazalet. Table ronde que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et en direct via l'application Periscope. Je vous propose donc ce soir de vous interroger pendant une petite heure sur la question de la double journée. Mélange de vie perso et de vie pro pour laquelle les femmes font aujourd'hui encore de gros sacrifices. Les femmes à mi-temps avec les enfants, les hommes qui ramènent le salaire, entrepoids de la tradition, culture et habitus, et si les hommes aussi étaient victimes de stéréotypes. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, l'affaire de tous, c'est la question que l'on va se poser. Existe-t-il une formule magique? On va donc en discuter, peut-être même en débattre avec nos invités qui ont tous une petite idée sur la question. Et autour de moi, je vous présente donc Isabelle Barthes, qui joue à domicile. Vous êtes directrice générale de l'EM Strasbourg Business School. Merci de nous accueillir. Quand nous avons abordé ensemble le thème de cette table ronde, vous m'avez confié que vous ne parlez pas vous de double, mais de triple journée. Vous allez d'ailleurs nous expliquer pourquoi, un choix que vous-même vous avez fait, puisque vous êtes maman d'une très grande famille, vous avez une carrière riche et impressionnante. Diplômée d'une école de commerce, vous étiez enceinte de votre 3e enfant à l'obtention de votre DEA, déjà maman de 4 enfants au moment de votre doctorat, mère de 6 au moment de votre agrégation. Vous témoignerez de votre parcours, des difficultés rencontrées, des victoires obtenues et des combats que vous menez encore. Antoine de Gabrielli, bonjour. Vous aussi, diplômé d'une grande école de commerce, l'ESSEC, père d'une très grande famille également. Vous avez, après une première expérience professionnelle, créé le réseau Compagnie Rose, puis le réseau Happy Men, que vous allez nous présenter juste après. Je crois d'ailleurs qu'il y a des Happy Men dans la salle. Bienvenue, messieurs. Roland Pfefferkorn, vous êtes la caution socio-historique de cette table ronde, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Vous avez fait des études de Sciences Éco que vous avez commencé par de l'économie en passant par l'anthropologie économique. Vous êtes agrégé en sciences sociales et vous travaillez dans un laboratoire de recherche dynamique européenne, qui s'appelle comme ça, rattaché au CNRS et qui est ici à Strasbourg. Les présentations sont donc faites, on va pouvoir commencer ce débat. Je commence par vous, Antoine de Gabrielli. Qu'est-ce donc que ce réseau Happy Men? Alors le réseau Happy Men, c'est un réseau d'hommes, managers et cadres dirigeants, engagés pour l'égalité professionnelle, avec l'idée que l'égalité professionnelle elle est bonne à la fois pour les femmes et pour les hommes, qu'elle permet aux femmes de mieux réussir leur vie professionnelle, qu'elle permet aux hommes de mieux réussir leur vie personnelle, qu'elle contribue puissamment à la performance et l'efficacité des organisations, et que donc elle est un sujet qui est gagnant pour tout le monde. Ce n'est pas un sujet qui pour nous est perdant pour les femmes et gagnant pour les hommes, comme ça a été souvent dit, mais je crois que c'est un sujet qui est perdant pour tout le monde. Et le réseau Happy Men est fait pour engager les hommes sur ce thème. C'est un thème qui, pour la plupart, n'intéresse pas ou ne concerne que très peu les hommes. À 90%, ils pensent que c'est un sujet de femmes. Tout l'enjeu, c'est de leur montrer que ce sujet est un sujet qui les concerne directement et qu'ils ont tout à gagner et rien à perdre. Voilà. Alors, un sujet de femmes. Isabelle Barthes, vous parliez donc de la triple journée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors, je voulais quand même rebondir sur la notion d'égalité. C'est vrai que l'autre jour, j'ai eu un sujet, un de mes garçons, que je bassine avec ces histoires d'égalité femmes-hommes, mais qui m'a dit, mais est-ce que tu crois que depuis que dans les hôpitaux il y a des femmes, dans les écoles il y a des femmes, tu crois que ça marche mieux? Et l'idée, c'est bien, mais on en est d'accord, que l'égalité, c'est pas voir arriver que les femmes. Voilà, hein, c'est vraiment travailler ensemble. Parce que je pense pas que ça soit très bien non plus pour les écoles maternelles d'avoir que des maîtresses, sur les hôpitaux que des infirmières. Voilà. Et la justice que des juges femmes. Alors la triple journée très vite, c'était aussi se dire que maintenant, de plus en plus, il faut continuer à se former tout au long de la vie et qu'il fallait aussi trouver de la place pour continuer à avoir cette progression qui n'est pas forcément que professionnelle ou que centrée sur la vie personnelle. Alors, on pourrait avoir encore d'autres sujets qui seraient un parcours associatif. Et c'est vrai que moi j'ai toujours jonglé entre une vie de travail, une vie familiale, et la nuit, le week-end, les vacances, quand je pouvais passer des diplômes, continuer donc cette progression-là.
Et donc c'est pour ça que j'appelle ça la triple journée, parce que c'était vraiment c'est que ça continuait, 3 sujets qui s'encastrent les uns les autres et qui sont tous les 3 hyper importants pour moi. Alors, M. Pfefferkorn, justement, cette notion d'égalité, d'un point de vue socio-historique, quel long chemin encore à parcourir? Long chemin tout à fait inachevé. Parce que si les choses ont changé dans pas mal de domaines, même dans les domaines où ça a changé, il reste vraiment beaucoup de choses à accomplir. Et puis il y a des domaines où les choses ont très peu bougé. Alors vu que le sujet a déjà été abordé, concernant le travail domestique, qui n'existait pas avant le mouvement des femmes des années 70, à l'époque, on n'utilisait pas l'expression travail domestique. On ne pensait pas le travail domestique. Il n'y avait pas d'enquête sur le travail domestique. Les premières enquêtes ont été menées parce qu'il y avait la pression de statisticiennes, de sociologues féministes qui ont poussé à ce qu'on fasse des enquêtes. Et c'est comme ça qu'on a maintenant des enquêtes tous les 10 ans et qu'on sait que les choses changent très lentement. Très lentement. Et si on devait attendre l'égalité à ce rythme-là, il faut attendre pas mal de générations, grosso modo 2 siècles. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors Isabelle Barthes et Antoine de Gabrielli, vous m'avez interloqué avec vos familles nombreuses. On va commencer par Isabelle Barthes et vous remonterez ensuite. Comment s'est fait l'équilibre au quotidien, puisqu'on parle de famille, de couple, comment l'équilibre professionnel et privé se fait et comment on met les choses en place? Alors, je veux bien situer les choses, c'est pas le concours. Et c'est pas un équilibre au sens 50-50, c'est vraiment une conciliation et chacun fait bien ce qu'il veut. Avoir un enfant c'est bien, d'avoir 2 c'est bien, d'avoir 12 c'est bien. Voilà, non mais c'est important de le dire. Et puis ça peut être les enfants, mais ça peut être d'autres choses. Pour moi c'est la vie privée, c'est pas la vie familiale à tout prix. Voilà, et bien comment ça se fait? Ça se fait d'abord petit à petit, on ne voit pas les choses venir de façon aussi organisée que ça. Je ne me suis pas levée un matin en disant ma vie sera comme ça, avec 6 enfants. Voilà, et on apprend à tricoter au quotidien beaucoup de choses. Alors moi je dis toujours, c'est une très bonne santé, c'est une chance. Pas besoin de beaucoup de sommeil, c'est clair aussi. Franchement, c'est un plus énorme. C'est beaucoup d'organisation, sans que ça soit trop rigide. C'est beaucoup de céréales le soir avec du lait, le soir au lieu d'avoir un dîner équilibré. Voilà, c'est plein de choses, on prend beaucoup de distance avec la vie au quotidien. Et moi, je suis partie dans l'idée que de toute façon, je suis une mère imparfaite, on était tous imparfaits, et que mes enfants, on a les parents qu'on mérite, on a les enfants qu'on mérite. J'ai horrifié des copines ou des amis parce qu'à 11 ans, j'avais une fille qui avait pris tout seul rendez-vous chez le dentiste pour se faire arracher une dent. Une autre qui était restée et qui me rappelle encore 10 jours avec un poignet cassé, et je lui disais mais c'est pas grave, et puis bon, qui a été plâtrée, voilà. Alors ce que je veux dire, c'est aussi cette capacité qu'on crée chez nos enfants et notre conjoint, homme ou femme, à s'organiser. Évidemment, c'est beaucoup de post-it sur le frigo, c'est ça, mais ça se fait pas, il n'y a pas de recette magique. Je suis toujours horrifiée de voir, ça vient beaucoup des États-Unis, comment réussir parfaitement sa vie de famille, c'est très triste, c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, et je crois qu'il faut aussi être très égoïste. C'est-à-dire qu'il faut se dire, je garde des soirées entre couples, avec des copines, avec des copains. Voilà, mes enfants, c'est pas un élan sacrificiel d'avoir des enfants en tout temps. Et ils nous le rendent bien après, parce que du coup, ils sont hyper autonomes. Et ils ne se sentent pas, je dirais, coupables non plus d'avoir à rendre quelque chose à leurs parents, parce qu'ils ont été élevés dans cette autonomie. Enfin, je crois beaucoup à cette vision des choses. Antoine de Gabrielli, votre vie familiale, c'est également composée avec une vie professionnelle. Oui, mais je réagis d'abord à ce que Isabelle, j'étais vraiment, ça m'a beaucoup amusé parce que je crois entendre ma femme. Le texto, mais vraiment aux anecdotes près. Hein, sur le bras cassé, réparer sa fille qui va toute seule chez le pharmacien, louer ses béquilles et ses machins, c'est exactement la même chose. Nous, on s'est souvent dit, effectivement, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être mal fait, tant pis si c'est mal fait en avance, c'est exactement ça, bon, tant pis. Alors, moi, il y a quand même une expérience qui est un peu différente au départ, c'est que, en fait, pour le coup, au départ, je me souviens maintenant en pensant ça. Pas un matin, c'est venu évidemment, mais en fait, je trouvais
à 25 ans, je trouvais débile de passer sa vie professionnelle avec des gens qui sont plus ou moins intéressants, et très peu de temps, finalement, le soir, fatigué, crevé, avec son conjoint. Je me disais, c'est pas logique, c'est pas sain, c'est pas normal. Et j'avais vraiment ça en tête. Et quand j'ai rencontré ma femme 4 ans après, j'avais 29 ans, on voulait tous les deux avoir une famille nombreuse, et on s'est dit ça, on était d'accord là-dessus, premièrement. Et deuxième chose, on s'est dit, on n'arrivera pas à bosser tous les deux et avoir une famille nombreuse. On était tous les deux dans le marketing, on était tous les deux, on bossait vraiment beaucoup, on aimait beaucoup notre travail, et on s'est dit, on n'arrivera pas, c'est impossible. Donc seule solution, alors il y a d'autres solutions, mais c'est en tout cas comme ça qu'on s'est dit, seule solution, travailler ensemble. Et donc en rentrant de notre noces, on a démissionné, on a créé notre boîte ensemble. Et à l'époque, je lui avais dit une chose que je ne redirai pas maintenant, en tout cas pas comme ça, je lui ai dit, le seul qui comprendra tes enjeux de vie privée dans ton job, c'est ton job. Donc il faut qu'on bosse ensemble. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a pensé notre égalité professionnelle rigoureusement, on a toujours été rigoureusement égaux, pas de manière, c'est pas au centimètre près, c'est pas ça, mais c'est vraiment, on est vraiment aujourd'hui encore complètement égaux dans notre vie professionnelle. En revanche, on n'a pas du tout pensé à notre égalité perso. Et ma femme en a fait beaucoup plus que moi pendant longtemps, avant que je me rende compte qu'il y avait un problème. Et en fait, elle me l'avait dit, mais elle me l'avait dit comme ma mère me l'avait dit à mon père avant. Donc c'est un fond sonore, oui, bon, les hommes en font moins qu'eux, les femmes trouvent que les hommes pourraient en faire plus. Ça a toujours été comme ça, puis c'est toujours comme ça, puis c'est pas très grave, puis c'est comme ça. Bon. Pas une question en soi. Puis quand j'ai commencé à travailler sur l'égalité professionnelle, j'ai dit, mais il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. J'en fais quand même beaucoup moins qu'elle, c'est absolument pas. Et donc j'ai essayé j'ai essayé effectivement de rééquilibrer. On n'est toujours pas dans cette phase-là, mais ça a été quand même beaucoup rééquilibré. Mais effectivement, c'est amusant de voir comment on a pensé notre égalité professionnelle soigneusement et comment on a complètement zappé sur son corollaire, qui est l'efficacité, qui est un partage relativement égalitaire dans la vie privée. Là encore, c'est pas effectivement 50-50 pieds, c'est pas ça, mais au moins que chacun assume un volume à peu près équivalent, et là on a été très, très loin longtemps. Bon, toute chose arrive, et finalement je m'en suis rendu compte. Alors, Roland Poulain, on parle ici, dans le témoignage d'Antoine de Gabrielli, de culture, puisque vous avez dit que ça vient de votre mère aussi, c'est ces choses que vous avez vues passer. Vous l'analysez au sein de vos recherches. Aujourd'hui, quels sont justement les domaines dans lesquels on pêche encore, mais ceux qui ont beaucoup évolué? Difficile de répondre à une question aussi générale. Mais j'aimerais quand même d'abord réagir par rapport au témoignage de ma voisine et de mon voisin. D'abord pour dire peut-être que je suis d'accord avec un mot qui a été prononcé par ma voisine de droite, c'est le mot autonomie. Je pense qu'il est essentiel que tous les individus, hommes et femmes, tendent vers l'autonomie, tendent vers une certaine émancipation. Ça me semble tout à fait fondamental. Il y a un autre point où je suis en désaccord. Le privé, et ça c'était un acquis du mouvement des femmes des années 70, le privé est politique. Le privé est politique dans le sens où la question de la répartition du travail domestique, c'est une question sociale large. Et comme mon voisin de gauche l'a indiqué, les choses ne changent pas toutes seules, sinon elles sont inscrites dans les structures. Et s'il n'y a pas une action forte à ce niveau-là, les choses ne bougeront pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et en ce sens, la formule « le privé est politique », c'est à la fois une formule qui a été très utilisée à l'époque du mouvement des femmes, mais c'est aussi une formule qui a été reprise par une collègue féministe anthropologue, Nicole Claude Mathieu, dans le titre de son livre « L'anatomie politique », précisément pour, mettre en contradiction la nature, l'anatomie, et l'organisation sociale, le politique. Et l'autre terme sur lequel je voudrais réagir, il a été prononcé par tous les trois, c'est les termes même, le terme équilibre et le terme conciliation. Je conçois qu'on utilise ces termes en tant qu'objectif à atteindre, sauf qu'en réalité, c'est le déséquilibre, et en réalité, c'est la tension, c'est le conflit, c'est pas la conciliation. Pire encore, la conciliation, on l'attend uniquement des femmes. On ne parle jamais de la conciliation famille, profession pour les hommes. Ça ne concerne que les femmes. Et si ça ne marche pas, c'est de leur faute. Donc là, il y a des choses à creuser. Le terme conciliation est un terme très problématique. Alors justement, est-ce que les hommes ne souffrent pas d'une certaine forme de
sont aussi victimes de ces stéréotypes, Antoine Degré? Alors les stéréotypes, de toute façon, c'est tout le monde, hein. On les a tous sur tout le monde, on baigne tous dedans. Donc il n'y a pas les hommes, les femmes, on est tous les mêmes à peu près. Oui, nous, dans les cercles humains, alors moi j'ai une expérience au départ qui a précédé en fait les cercles humains. Il s'est trouvé, c'est un peu expliqué, mais que j'ai été amené à créer, enfin je m'étais rendu compte que les hommes avaient très peu d'espace, ou pas du tout, pour parler des questions d'articulation. On prend le terme articulation qui est plus intéressant, vous avez raison. D'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Notamment pas d'espace où parler entre quatre yeux de questions de couple, d'enfants, voilà, tout ce qui pouvait amener des frustrations, des difficultés, et qu'au contraire, je regardais ce qui me surprenait, enfin je voyais ce qui me surprenait des hommes avoir un discours très pour le coup, caricaturalement viril, de réussite multifacette, qui en fait cachait de vraies difficultés comme tout un chacun sur les différents aspects de la vie privée. Et donc j'ai proposé à des copains de se réunir le premier lundi de chaque mois entre 21h et 23h dans un bar pour discuter de ça. Et on a commencé à 6 ou 7, on a fini à 80 à peu près. Et c'est après ça, en fait, juste après ça, en fait j'ai fait ça 12 ans, et au bout de 12 ans je me dis bon c'est sympa notre truc, mais il faut aller maintenant beaucoup plus loin. Et il se trouve qu'en fait il y a un des gars qui s'est suicidé. Et en fait je me suis dit c'est bien sympa notre truc dans le bar, il faut aller beaucoup plus loin maintenant. Il faut porter ça au niveau national ou même plus, voilà, les enjeux sont très différents. Et quand on a créé Happyman, effectivement c'est un réseau qui se développe. Alors on a 11 groupes partenaires, et on a pas mal de gars d'Orange ici là, qui a été le groupe fondateur. Et en fait on commence, ça commence sur Happyman par des cercles Happyman dans chaque entreprise partenaire qui réunissent entre 5 et 15 hommes à peu près, toujours cadre manager et cadre dirigeant, qui discutent de la question de l'égalité professionnelle, des discriminations, de l'accès des femmes aux postes à responsabilité, des différences salariales, de toute la question de l'égalité professionnelle, mais aussi de leurs propres difficultés à eux, à articuler correctement vie de couple et vie professionnelle, vie familiale et vie professionnelle, et vie sociale et vie professionnelle. On a tendance à enfermer parfois le sujet dans la parentalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous avez des hommes qui sont très frustrés parce qu'ils étaient conseillers municipaux, ils ne peuvent plus l'être, ils étaient entraîneurs d'un petit club de foot, ils ne peuvent plus l'être, ils avaient une activité artistique de piano, je ne sais pas quoi, ils ne peuvent plus le faire, etc. En fait, ils sont amenés petit à petit, à mesure que leur engagement professionnel croît, et en général ils croient à mesure que les responsabilités se développent, à abandonner des pans entiers de leur vie privée qui leur sont absolument nécessaires. Et là, ils se mettent en danger. Ils se mettent en frustration forte, ils se mettent en danger, et on voit, et on a fait une étude avec l'IFOP qui est tout à fait intéressante là-dessus, on voit que le premier domaine, et ça nous a beaucoup surpris, on entendait l'inverse à vrai dire, et que le premier domaine de frustration pour ces hommes, le premier domaine de compétition entre le temps commercial et le temps privé, c'est le temps du couple. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a tendance à penser que ça va être le temps pour les hommes, le temps sportif, le temps amical, etc., qui va être le premier temps. Non, il arrive très en dessous. Le deuxième temps après le couple, c'est les enfants, la famille. Et ça, on peut le comprendre. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une analyse quali là-dessus, on voit qu'en fait, dans les couples, les hommes et les femmes font objectivement tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper correctement de leurs enfants. Ils font pas bien, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Vraiment. En revanche, la variable d'ajustement, c'est le couple. Et ces hommes sont très inquiets là-dessus. Ils se rendent bien compte qu'ils sont en déséquilibre, alors pour le coup là où il y a un déséquilibre franc, qu'ils sacrifient des choses. 70% d'entre eux, 70% des cadres, après on a interviewé plus de 1000 cadres, disent qu'en fait, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir réussir leur vie professionnelle sans sacrifier leur vie privée. 70%. Énorme. Oui, alors très brièvement, je trouve votre témoignage extrêmement intéressant. Parce qu'il rend compte du fait que les hommes, en particulier les cadres, sont de manière centrale enfermés dans un seul cercle et ont de ce fait une vie mutilée. Contrairement aux femmes qui, quelque part, sont obligées au moins de jouer sur deux cercles. Donc ça, c'est un premier point qui me semble vraiment très important. Le deuxième point qui me semble très important, vous avez mis l'accent sur la parole. Or, qu'est-ce que toutes les enquêtes sociologiques nous disent ? Les hommes parlent très peu entre eux, contrairement aux femmes qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont les copines, les soirées avec les copines qu'on se garde, et les femmes entre elles parlent, et elles parlent de tous les sujets, y compris des mecs. Alors que les hommes, quand ils parlent des femmes, ils en parlent trop souvent de manière assez graveleuse. Et en fait,
les échanges un peu plus sains, à propos de femmes, par exemple, c'est assez rare. Très rare. Les hommes sont des gens qui se taisent, des gens qui sont enfermés dans un seul univers, et de ce point de vue, votre initiative me semble tout à fait positive. Oui, moi j'avais été frappée, on avait fait une étude à l'école sur, justement, pour comprendre l'inégalité au sortir de l'école sur les salaires, puisque dans les écoles de management, nous avons 50% de filles et de garçons, c'est vraiment très équilibré. À la sortie, dès la sortie, 11% de salaire en moins, c'est national, hein, pour les filles, et bien sûr l'écart se creuse avec le premier enfant. Donc on avait fait toute une étude qui a été refaite 2 fois, à base de scénarios. Et on s'est rendu compte, entre autres résultats, qu'il y avait des stéréotypes croisés. C'est-à-dire que les filles voyaient leurs collègues garçons, donc étudiants en dernière année, hein, beaucoup plus courageux, beaucoup plus performants, beaucoup plus prêts à la bagarre, beaucoup plus tournés vers la réussite professionnelle que eux-mêmes ne soyaient. Et les garçons voyaient les filles comme beaucoup plus gentilles, tournées vers l'arrangement, moins dans la réussite, qu'elles-mêmes ne soyaient. Et je pense que cette question des stéréotypes croisés, du regard posé sur l'autre, elle est problématique. Le problème, c'est que ça se répercutait aussi chez les DRH dans la même enquête ou les recruteurs, qui en gros, quand il voyait arriver une fille pour négocier un salaire, savaient qu'elle allait être beaucoup moins exigeante que le garçon. Et donc on est comme ça dans des cercles vicieux, hein, en fait, où on va poser sur l'autre un regard du fait de son sexe, sur la façon dont il va se comporter dans la vie. Et ça m'avait vraiment impressionné. La deuxième chose qu'on avait vue dans cette enquête, c'est l'entourage. L'entourage était dans des situations de réussite professionnelle, de bagarre, de négociation de salaire, toujours du point de vue du répondant, plus modérateur chez les jeunes filles. C'est-à-dire que l'entourage, alors on suppose les parents, les amis, allait beaucoup plus conseiller à une fille « Bon, écoute, calme-toi, c'est pas si grave que ça, perds pas ton job, ne négocie pas », qu'un garçon où on allait beaucoup plus inciter à se battre, à réussir. Donc ce regard aussi posé sur le garçon le conditionne comme il va conditionner la jeune femme. Et c'est vrai que là aussi, les études montrent que ça commence tout petit. Donc ce regard posé dans la salle de classe, à la crèche, dans la vie de tous les jours, il va conditionner, et on parle beaucoup du plafond de verre, mais on parle aussi beaucoup du plancher collant, de la moquette collante. Et cette envie, ce c'est possible, est beaucoup moins digérée, je dirais, par les jeunes femmes. On a eu dans des amphis comme celui-là, quand on a débriefé l'enquête, des jeunes femmes qui avaient donc 5 années d'études derrière elles, disant « mais c'est normal que je sois moins bien payée à la santé, parce que moi je veux un enfant dans 2 ou 3 ans ». Donc on est dans des choses qui sont vraiment des conditionnements qui sont véritablement interpellants et qui sont, c'est le poids culturel, c'est ce tricotage fin au quotidien. Et je n'ai pas la solution, car moi j'ai 4 garçons et 2 filles, et je n'ai jamais compris comment mes filles se levaient spontanément à table pour remplir le lave-vaisselle, alors que mes garçons restaient collés sur la chaise, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à travailler, où on se renvoie, qui sont difficiles. Mais ça, c'est, je pense, quelque chose d'important, c'est que ça se fait à 2, avec des regards posés et croisés. C'est comme quand on va avoir dans une entreprise manifestement des inégalités salariales ou de promotion, et quand à un moment on va interroger un dirigeant et lui dire « mais votre fille, votre femme », et là on voit le regard se décaler, parce que c'est c'est sa chair, et c'est évident que sa fille doit réussir, alors qu'il ne se posera pas du tout la question de la même façon si c'est une collaboratrice, certes très appréciée, mais qui n'est pas dans ce... Donc je crois qu'il y a aussi cette qualité affective qui peut être bienveillante, et la bienveillance c'est aussi un piège, hein, il faut le voir, qu'on va poser sur celui qui est donc en situation de promotion, de réussite, ou de... Et je voulais aussi vraiment parler, parce que j'ai dirigé des thèses sur ce sujet-là, mais peut-être qu'on y viendra, sur les effets boomerang des bonnes recettes dans l'entreprise qui en fait se retournent contre les jeunes femmes ou les femmes qui se retrouvent piégées par les bonnes idées. Messieurs, vous vouliez réagir, Roland Fercor. Ensuite, on reviendra à vous, Isabelle Barthes, sur le concept des familles frères. Très très brièvement,
n'oublions pas les politiques de recrutement des entreprises. Un homme marié aura plusieurs atouts en main. Une femme mariée, c'est exactement l'inverse. La femme vaut mieux qu'elle soit célibataire. L'homme, il vaut mieux qu'il soit marié. L'homme marié est considéré comme plus fiable. La femme célibataire est considérée comme plus fiable pour la boîte. C'est une différence très importante. Ça dépend de l'âge. Parce que le soupçon du premier enfant... Non, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai problème. Juste une petite réaction à ce que j'ai entendu. Roland, quand effectivement, sur les stéréotypes des hommes, ce qui est très frappant, c'est que en fait, ces hommes se sentent effectivement souvent enfermés dans la sphère professionnelle. Et nous, on parle de plancher de verre pour les hommes. Hein. C'est le plancher de verre en fait, qui les isole de leur vie privée en ayant tendance à les enfermer dans la vie professionnelle. Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point ils sont étonnés de voir que les autres hommes pensent comme eux et vivent la même chose. Ils n'en reviennent pas. En fait, très souvent, ils se sont interdits même d'y penser. Pour eux, si tu me donnais, c'est fait, c'est comme ça, les hommes c'est ça, les femmes c'est ça, les pères c'est ça, les mères c'est ça. Et en fait, je ne peux même pas me permettre de regretter les sacrifices que je fais. Quand ils découvrent que, en fait, et ils découvrent souvent avec stupéfaction, que tous les hommes autour de la table pensent exactement la même chose, et qu'on est tous d'accord pour dire que, mais finalement, on pourrait travailler aussi différemment, et que ça gênerait moins les femmes, et que ça gênerait moins les hommes, ils n'en reviennent pas. Voilà, c'est juste une petite chose. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous avez parlé de la notion de family friends. J'aimerais que vous reveniez là-dessus aussi. Oui, alors c'est, je pense, quelque chose qu'on partage avec mon collègue, c'est que la France a abordé toute la question de l'égalité femmes-hommes dans le travail par les lois et avec une séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et on voit rien se passer. Comme vous le disiez, dans l'enseignement supérieur, les chiffres montrent que si on laisse du temps au temps, c'est en 2068 qu'il y aura la parité. Je parle de parité dans l'enseignement supérieur. Chez les professeurs d'université, vous parlez de 2 siècles sur les tâches ménagères. Voilà. Et l'idée, je pense, qui est importante, c'est de faire tomber ce tabou. C'est-à-dire que nous sommes maintenant, avec Internet, les mails, les réseaux sociaux, sur du temps intriqué. J'ai écrit il n'y a pas longtemps que pour moi, Internet est le meilleur ami de la femme, mais j'y crois sérieusement. Et que j'ai vu d'autres pays, dont l'Espagne, j'ai une doctorante qui a travaillé, qui ont fait des labels family friendly. C'est-à-dire qui assument le fait que si on ne rentre pas un peu dans la vie des gens, et ça peut être d'autres sujets que les enfants, on parle beaucoup des enfants, mais il peut y avoir d'autres sujets, rien ne bougera. Tant qu'on croira qu'on arrive au vestiaire de l'entreprise avec une neutralité, qu'on laisse les enfants malades, le divorce, la maladie des vieux parents et tout, voilà. Et c'est vrai que je sais que, voilà, jusqu'où ne pas aller, la vie privée c'est tabou, mais je dis c'est fini, ça, on ne rentrera plus le dentifrice dans le tube. Les choses ont débordé. Nous sommes tous à faire des mails le dimanche après-midi pendant que les enfants dorment et à faire des listes de courses pendant des réunions ennuyeuses. Voilà, non mais on connaît tout ça. Et je crois que c'est ça qui fera qu'en déstructurant ce temps, grâce entre autres à Internet, qu'on fera avancer les sujets. Et ça aidera aussi les hommes à se sentir moins ou coupables. On a trop vécu le temps de travail en France, moins dans d'autres pays quand je vois les études, comme du présentéisme. Tant qu'on dira que le temps de travail, c'est du temps au travail, on sera perdant. Moi, je suis toujours impressionnée dans les couples. On se partage aller-retour à l'école. Ouais, mais sauf que quand vous vous plantez devant une école, les hommes amènent les enfants le matin, mais c'est les femmes qui vont les chercher à 4h30. C'est pas la même chose d'arriver à 9h moins le quart au travail et pouvoir rester jusqu'à 19h que d'arriver à 8h30 et de devoir partir à 5h moins le quart. Et l'idée de dire on interdit les mails après 17h ou on les interdit le week-end, ben pour moi, c'est mettre encore plus dehors les femmes, enfin, personne qui a la charge de la vie au quotidien, la vie de famille, en dehors des cercles de décision, de promotion. Donc ça, je crois qu'il faudrait arrêter avec ces tabous-là. C'est comme il y a une autre chose qui m'agace profondément, et il y a le on et le off, c'est les collègues féministes. Voilà. Alors, on manage. Tu es dans la naturalisation quand tu dis que les femmes managent différemment. Ben oui, les femmes managent différemment. Et je l'assume. Et quand je discute avec des femmes managers, elles me disent, quand les gens sont managés par des femmes, il y a, dans les grands nombres, évidemment qu'il y a toujours le cas exemplaire, oui, il y a une différence. Et ce côté du féminisme, avec ce discours, non, il n'y a pas de différence, on naturalise,
Donc moi je dis, il faut laisser tomber aussi ce genre de discours qui nous emmène dans le mur. Je suis évidemment en désaccord total avec ce qui Bien vient sûr. d'être dit à la fin, et je vais expliquer pourquoi. Et je pense qu'il y a une confusion fréquente qui est faite, mais nous la faisons tous, cette confusion. L'égalité ne s'oppose pas à la différence. L'égalité s'oppose à l'inégalité. La différence, ça s'oppose à l'identité. On peut très bien être des égaux et en même temps des différents. Les choses ne s'opposent pas. Et je crois qu'il faut faire attention à bien penser dans les deux registres. L'égalité s'oppose à l'inégalité. La différence s'oppose à l'identité. Nous pouvons être des différents tout en étant des égaux. C'est mon premier point. Deuxième point, je n'oublie pas, en tant qu'homme, que s'il y a eu des avancées importantes ces dernières décennies, nous le devons au mouvement des femmes des années 70. Et que sans le mouvement des femmes des années 70, nous n'aurions pas eu ces avancées tout à fait considérables. Donc je pense qu'à mon sens, c'est une erreur de vouloir présenter une posture a priori antiféministe. L'antiféminisme va à l'encontre de l'égalité. Et si nous défendons l'égalité, je crois que nous pouvons assumer le fait d'être féministe et d'avoir des désaccords éventuellement avec tel ou tel féministe. Je ne suis pas forcément d'accord avec tous les points de vue féministes, de même que dans tous les domaines, il y a des points de vue différents. Mais je pense que si on est pour l'égalité entre hommes et femmes, on est féministe. Ah mais je suis entièrement en phase. Enfin, non, mais je suis entièrement en phase avec vous. Je dis simplement que ce discours féministe ou de féministes que j'entends souvent quand je suis dans des débats comme celui-là, qui n'assument pas justement ce qui est la différence, me pose problème. Et je crois que si on arrivait à dire qu'il y a une différence, en effet, on irait plus vite vers l'égalité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Beaucoup de féministes refusent cette différence. Et je pense que ça, c'est tout simplement ne pas connaître le terrain, ne pas connaître le management au féminin ou au masculin. Alors, Antoine, je pense qu'on est en phase. Antoine de Gabrielli, juste avant d'entendre votre réaction, je voulais vous faire réagir à une chronique qui a été publiée par Sandrine Chauvin, qui est la rédactrice en chef du réseau social LinkedIn, et qui dit « Faire connaître votre rôle de père au sein de l'entreprise ». C'est une réaction qu'elle a au sujet des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, en moyenne de 19%. Et elle dit « Il est temps, vous, monsieur, de faire valoir vos rôles de père ». J'imagine que ça... Moi ? Oui, voilà. Au sein de l'entreprise ? Au sein de l'entreprise, c'est une question que je vais vous poser et vous faire réagir. Je ne comprends pas la question. Alors, je voudrais vous faire réagir à cette chronique. Est-ce que pour vous, il est important que les hommes fassent également valoir leur rôle de père, c'est-à-dire aller chercher leurs enfants, justement, comme vous disiez, c'est-à-dire à 16h, avoir le droit de faire aussi du télétravail pour s'occuper des enfants ? D'accord, ok. Alors, je vais répondre d'abord à l'échange, je vais plutôt réagir sur les politiques en fait, qui sont mises en œuvre et leurs résultats. Je crois qu'il y a trois leviers. Il y a le levier des politiques publiques, il y a le levier de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire de l'évolution de l'organisation du travail et du management, et puis il y a le levier des personnes. Sur le plan des politiques publiques, c'est vrai, un certain nombre de lois ont bougé pas mal de choses. On peut remarquer quand même que sur la question de l'égalité professionnelle, la loi n'a rien bougé depuis 30 ans. Depuis la loi Rossi, ça n'a rien passé pratiquement. Même si les sanctions maintenant qui quand même font un peu bouger les choses. Je remarque aussi que sur le plan de la loi, le droit du travail est un problème clair aujourd'hui dans la question de l'égalité professionnelle, puisque le droit du travail est fondé en fait sur la défiance finalement. Ça instruit et ça donne des règles à une relation de défiance entre le collaborateur et les dirigeants. Je crois que toute l'évolution du management pour favoriser l'égalité professionnelle passe par la confiance. Notamment la confiance sur le temps de travail, Et en fait, là, il y a un vrai problème qu'il faut traiter en moins. Donc je pense que le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui n'est pas le cadre adapté à un progrès déterminant de l'égalité professionnelle. Sur le second plan, dans l'entreprise, j'irais vite, effectivement, évolution des pratiques et surtout, oui, les pratiques, quelques pratiques, on a parlé du présentéisme, Isabelle a parlé du présentéisme, c'est un point important, les horaires de réunion, les temps de formation, à quel moment on repère le potentiel, il y a plein de choses. Le plus important, je crois, dans l'entreprise, c'est la culture managériale, le regard qu'on porte sur les choses. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a rien n'empêche
également dans le droit du travail, un homme de prendre un congé parental, paternel, de prendre un mercredi pour s'occuper de ses enfants, de partir tôt le soir, parce que c'est parfaitement possible techniquement. Légalement, on ne peut pas avoir un reproche là-dessus, évidemment pas. Comment est-ce qu'on regarde un homme qui fait ça? Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête quand un manager à bon niveau prend son mercredi, par exemple, pendant 1, 2, 3 ans? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est un gars qui est motivé, qui est engagé, qui bosse, qui en veut, et puis là, il a une contrainte perso, donc voilà, il assume où est le problème, je lui fais confiance pour assumer ses responsabilités. Ou est-ce qu'on se dit, bon, le gars, ça y est, il a les pieds, maintenant, ça y est, il met sa vie pro, il met sa vie perso avant sa vie pro, on a compris, on ne peut plus compter sur lui, il n'est jamais là, on ne le voit pas, voilà. Et, de fait, il n'est plus dans la course. En général, on dit le point 2. En général, on se dit, il n'y croit plus. Bon, ça, c'est le regard, c'est la culture, en fait, qu'il faut arriver à changer. Et là, il y a un point qui est fondamental. Je pense qu'on passe trop de temps aujourd'hui, même s'il faut en passer évidemment, trop de temps aujourd'hui sur les mesures et pas assez sur la culture. Et le troisième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est le troisième levier. Moi, je pense que le levier principal aujourd'hui, c'est ni la politique, ni ce qui se passe dans l'entreprise, c'est le regard de chacun sur soi. Qu'est-ce que je vis? Quelle est ma liberté? Quelle est ma hiérarchie? À quel moment ça va trop loin? À quel moment j'investis trop dans l'entreprise? À quel moment je me mets en danger? Dans mon couple, dans ma famille, dans ma vie sociale? Comment je vois, comment je pense ce qui m'arrive? Est-ce que je fais comme tout le monde? Parce que voilà, c'est comme ça, les hommes c'est ça, les femmes c'est ça? Ou est-ce que je me dis, mais quel est moi mon pouvoir pour changer des choses au moins à mon niveau? Quelle est ma liberté? Où est-ce que je dis stop? Où est-ce que j'y vais? Ou est-ce que là c'est bon parce que dans les conditions etc. c'est bien? Ou est-ce que 5 ans plus tard, non, il faut que je change? En fait, quelle est ma liberté? Je crois moi que c'est dans la liberté individuelle qu'il y a la masse de changement aujourd'hui. Et le réseau humain, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour que chaque homme se dise, ok, je suis dans une organisation, dans une entreprise, j'ai des choses à changer, on a des choses à changer collectivement, mais moi, dans ma vie privée comme dans ma vie pro, je peux maîtriser des choses qui sont essentielles. Et il ne faut surtout pas que je laisse filer à être managé par d'autres. Ça dépend de moi. Et là, je pense qu'il y a une énorme voie en fait de progrès. Réagir. On a parlé du temps, mais je pense que la notion de temps, vous avez complètement raison, mais aussi la question de l'âge. Parce qu'actuellement, la vie au travail en France, il ne faut pas être trop jeune, parce qu'on n'a pas d'expérience, etc. Donc, on arrive à 28-30 ans, et il ne faut pas être trop vieux. Et les femmes, la maternité, l'âge moyen, c'est 29 ans, on tombe pile dans ce créneau-là. Le premier enfant, on peut qu'on en veuille un deuxième, voire un troisième, ce qui est quand même très bien. Voilà, et c'est le moment privilégié de la vie au travail, quel que soit le sexe, c'est entre 30 et 40 ans. Après, on est pratiquement obsolète, 45 ans, senior sur le marché du travail. Et là, si on réhabilitait aussi l'idée que la vie professionnelle peut être beaucoup plus longue, je pense que beaucoup de femmes trouveraient un deuxième. Moi, j'ai plein d'amis de mon âge qui en ont déjà marre parce qu'ils ont commencé très tôt, alors que quand on a dû un peu freiner sa carrière à cause de questions de maternité, beaucoup de femmes disent elles en ont encore beaucoup plus envie, plus âgées. Donc ça, c'est... Et la troisième chose, c'est, j'en parlais, c'est les mauvaises solutions. Je ne suis pas la seule à avoir démontré, mais c'est vrai que toutes ces solutions qui vont consister, par exemple, à permettre le temps partiel, qui prend le temps partiel? C'est les jeunes femmes, et qui s'écartent des temps, en effet, comme vous disiez, il n'en veut plus, mais elle n'en veut plus non plus. Ça va être des solutions qui vont être boomerang ensuite sur le regard qu'on va porter sur les personnes. Et ça, il faudrait réfléchir plus à des vraies solutions. Et moi, je pense qu'une des solutions, c'est de rendre aussi, mais je pense que comme vous, ils sont d'accord, les hommes plus vulnérables. J'avais vu ce qui se passait en Norvège, obliger les hommes à avoir un congé de paternité aussi long que celui qui est femme, ou en tout cas beaucoup plus important, ça le rend vulnérable sur sa vie professionnelle. Alors qu'actuellement, évidemment, embaucher une jeune femme, vous disiez, alors, le premier enfant, elle va être absente 4 mois, puis elle va en vouloir un deuxième, et le nombre de femmes qui vous disent j'en ai 2, si j'ai 2 filles ou 2 garçons, va vous soupçonner d'en vouloir un troisième. Par contre, si j'ai une fille et un garçon, je serai plus tranquille par rapport à l'employeur. Enfin, on en arrive à ces schémas-là, vous voyez. Et je crois que c'est important aussi pour rendre les hommes plus vulnérables quelque part dans leur carrière professionnelle, mais avec leur accord. Parce que pour le moment, la carrière professionnelle d'une femme est estampillée plus précaire pour l'entreprise. Allez-y.
aussi, après on donnerait la parole à Robert Peppercorn, qui j'imagine a beaucoup de choses à dire sur la question de temps partiel. Je voudrais juste rajouter un truc sur ce que dit Isabelle, elle m'a fait penser à une chose qui m'a frappé récemment. Effectivement, on sait, hein, l'âge du premier enfant chez une femme, maintenant c'est pratiquement 30 ans. C'était 25 ans, il y a une génération, hein, 5 ans d'écart en une génération. Il y a des entreprises qui prennent ce problème, effectivement, alors, effectivement, le repérage du haut potentiel, en général, c'était pratiquement partout en France, entre 30 et 35 ans. Ça commence à bouger, quand même. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont pris conscience que c'était des périodes beaucoup trop courtes. Et donc, ils ouvrent ça jusqu'à 40 ans, au moins. 40 ans. Mais il y a d'autres approches, et c'est là où je vous réengage à réfléchir à votre propre liberté. Des entreprises comme Facebook ou Apple disent, bon, puisque, en fait, c'est 40 ans à limite, en fait, on propose maintenant aux femmes de prendre en charge la congélation de leurs ovocytes pour qu'ils puissent avoir un enfant après 40 ans. Bon, je trouve que ça mérite d'y réfléchir. Où est-ce que c'est à l'entreprise de changer, ou à tout le système de changer pour que les femmes puissent avoir leur enfant quand elles en ont envie et quand elles en ont la capacité, et non pas à avoir des systèmes qui sont, que je trouve complètement délirants, où on repousse en fait des choses qui sont totalement essentielles en fonction de contraintes concrètes de l'entreprise à un moment. Je trouve que on touche du doigt là à quel point on est sur le délire, et à quel point seule la liberté personnelle peut permettre de dire stop à ça. J'ajouterais juste à l'excellent commentaire que je viens d'entendre, le seul problème, c'est que la pression exercée par les entreprises est très forte, souvent trop forte, et c'est précisément pour cette raison que les hommes ne sont pas disponibles. Et l'un des problèmes, c'est la pression beaucoup trop forte qu'exercent les entreprises, et en particulier sur les hommes. Donc ça, je ne veux pas développer davantage. Ensuite, je voudrais dire mon accord total avec la remarque qu'a fait ma voisine concernant le piège du temps partiel. Bien entendu que c'est un piège énorme. Mais je voudrais rappeler ici que c'est l'exemple même de mauvaises politiques publiques qui avaient été mises en place il y a quelques années, où on a baissé les cotisations sociales patronales pour les emplois à temps partiel. Résultat des courses, en 2 ans, effet d'aubaine, les entreprises, au lieu d'embaucher un temps complet, embauchaient demi-temps, et on est passé, pour les femmes bien entendu, de 16 ou 17% de temps partiel à 33% de temps partiel. Ça veut dire que le temps partiel, c'est pas du temps choisi, comme le racontait une ancienne ministre du Travail. Le temps partiel, c'est en fait une imposition, et les femmes qui choisissent le temps partiel, je mets des guillemets, c'est toujours sous contrainte. Soit c'est le choix entre chômage et temps partiel, soit c'est temps partiel parce que la pression sur l'homme, le mari, est tellement forte qu'il ne fout rien à la maison, et que la pression est trop forte au niveau du non-partage du travail domestique, mais le temps partiel est un piège. L'idéal, et là je suis entièrement d'accord avec mon voisin, l'idéal c'est bien entendu qu'on puisse s'épanouir dans différentes sphères, et qu'on puisse passer de l'une à l'autre, et que la sphère professionnelle bouffe moins les hommes, parce qu'ils sont quand même massivement bouffés par cette sphère. Alors moi je vais ajouter autre chose dans la sphère privée. J'avais fait toute une enquête avec un bouquin collectif sur la notion de course dans les hypermarchés. Le fait de faire son plein à Carrefour, à Auchan le samedi. Et on avait constaté que quand la famille était à peu près de 4 personnes, c'était toujours les femmes qui les faisaient. Et après, on a avancé sur ce sujet-là, même si quand on présentait l'étude qui était avec des chiffres qui étaient quand même très vérifiés, il y avait toujours les hommes qui nous expliquaient que c'est eux, chez eux, qui disaient bon, ça c'était autre chose. Et on avait constaté que, par exemple, les femmes ne déléguaient pas. Donc il y avait aussi un vrai problème, je dirais, mais là je dis franchement aux femmes, quelque part une sorte de mater dolorosa. Non mais voilà, il n'y a que moi qui sais faire tourner la machine à laver, il n'y a que moi qui passe bien l'aspirateur. Quand j'envoie faire les courses, c'est une catastrophe, ils ramènent que des bières et des mars glacés. Enfin, c'était à peu près ça. Hein. Et je crois qu'il y a un moment aussi, il faut accepter on parlait de délégation, mais de déléguer, de se dire que ce qui est bien fait, voilà, que le gamin il n'aura peut-être pas la premier coup la couche bien collée ou le vêtement bien assorti, que les courses seront peut-être pas. C'est vrai qu'il y a aussi le meilleur ami de la délégation des courses, c'est le téléphone portable. Le nombre d'hommes le samedi après-midi, ah je suis devant, qu'est-ce que je prends et voilà. Et là je crois qu'il y a un moment, voilà, il faut aussi que les femmes se regardent en face et disent je délègue.
je fais confiance à mes enfants, ils savent, ils grandissent, et je fais confiance à mon mari, mon époux, mon compagnon, etc. Et une chose faite est bien faite. Parce que là, autrement, on est dans quelque chose de sacrificiel qui pose aussi problème et qu'on a retrouvé énormément dans beaucoup de foyers. Et on avait fait la même étude sur des foyers homosexuels, parce que là aussi c'est intéressant, le genre, le sexe, où il y avait des répartitions de rôles, que ce soit 2 femmes ou 2 hommes, qui étaient aussi assez drôles par rapport à ça. C'est-à-dire, il y avait celui qui savait et celui qui ne savait pas, ou celle qui savait et celle qui ne savait pas. Et là, je crois que si on ne se fait pas confiance mutuellement, qu'on n'accepte pas qu'il y a un peu de poussière dans un coin, ben on ne vit plus, quoi. On ne peut pas être parfait partout. Ça, je crois qu'il y a quand même aussi un moment se regarder en face. Comme vous disiez, qu'est-ce qui est important dans la vie, quoi. Est-ce que c'est la maison nickel et j'ai passé mon dimanche à tout nettoyer, ou mes enfants avec lesquels je vais respirer et voilà, faire des balades. C'est ça aussi, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas tout gagner sur tous les tableaux? Gardez le micro. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous lancer. On s'adresse à des étudiants par ces conférences. Aujourd'hui, comment ça fonctionne au sein de votre école? Comment vous essayez de faire passer le message à ces jeunes femmes qui seront diplômées, qui n'ont peut-être pas encore forcément conscience des différences auxquelles elles vont être confrontées? Comment, au sein de l'enseignement, on peut agir? Alors, bon, on essaye de beaucoup travailler ces sujets-là, alors sur des sujets plus directement de diversité, ce qui est un sujet aussi, parce que l'égalité femmes-hommes, c'est pas... Et on fait des journées, des tables rondes, des conférences, on a fait des études avec des débriefings sur ces sujets-là. Et c'est vrai que je crois aussi qu'il y a une fonction d'exemplarité, hein, c'est de dire... On a par exemple tout un travail sur l'incubateur, la création d'entreprises qui est tourné vers la promotion des jeunes femmes entrepreneurs, puisqu'il y a 30% seulement des créations d'entreprises par des femmes. Enfin, c'est des climats. Par contre, et là aussi dans les mesures contre-productives que j'ai vues dans certaines entreprises, dire aux femmes, aux jeunes filles, on va vous faire un atelier de négociation du salaire, ou on va vous faire un atelier uniquement pour vous les filles, c'est tout simplement passer le message, vous n'êtes pas au niveau, donc on va vous s'adresser qu'à vous. Et ça, je l'ai vu dans les entreprises, c'est catastrophique. Donc il faut qu'on arrive à bosser tous ensemble sur une ouverture. Et moi, je tiens aussi beaucoup à dire qu'on sait, les études le montrent, que les femmes sont tout le temps surdiscriminées par rapport aux autres critères. Donc l'apparence physique, le handicap, l'âge. Et donc il faut aussi travailler l'âge, il faut aussi travailler l'apparence physique, il faut aussi travailler le handicap, pour faire avancer la question des femmes, et la question des femmes tire les autres sujets de discrimination ou d'inégalité au travail. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaye de faire avancer les sujets. Antoine de Gabriel. Alors, juste une remarque par rapport à ce que vient de dire Isabelle. En fait, quand on se rend compte effectivement de manière très, très, très frappante hein, que les jeunes femmes au moment où elles arrivent dans la vie professionnelle, ont toujours en gros vécu l'égalité. Elles n'ont jamais rencontré l'inégalité pratiquement dans leur vie, dans la vie étudiante. Et donc en masse, elles pensent qu'en fait, elles vont retrouver à peu près les mêmes conditions dans la vie professionnelle, soit pourquoi elles se trompent très, très profondément. Et en fait, qu'elles ne s'attendent pas du tout, elles pensent que les choses ont changé. En fait, elles n'ont pas tant changé que ça. Il y a vraiment des choses, même si dans sa tête, garçons et filles, on est très pour l'égalité, et ce qui est, je crois, ce qu'on ne voit pas toutes les études sur la génération Y, la génération d'avant n'était pas pour l'inégalité. Hein. Simplement, il y a une patrouille qui rattrape, et c'est la maternité. Et c'est là où se met en place un certain nombre de fonctionnements qui, si on ne les a pas réfléchis avant, on tombe dans le piège, systématiquement. On tombe dans le piège du ménage super bien fait, tout et tout, de la femme parfaite, de l'homme parfait, de la mère parfaite, du père parfait. Donc il faut bien y réfléchir avant. Et on a mis sur pied, nous, un programme en fait, qu'on a depuis 10 ans maintenant, qui s'appelle HF Management, qui est un programme sur l'égalité professionnelle, et en fait qu'on propose dans les grandes écoles et universités, et que les étudiants suivent. En fait, c'est un programme qui est sponsorisé par des grandes entreprises en général, ou par les entreprises régionales, et en fait, les étudiants se forment 10 par 10 en groupe sur la thématique de l'égalité professionnelle. Et pour nous, c'est très important que les garçons et les filles se forment là-dessus, parce que justement, c'est là où on peut les préparer à ce qui va leur arriver, et qui ne va pas venir. C'est vrai qu'il y a une insensibilité. Ils ne voient pas le truc, ils sont convaincus que la génération Y, nous on est moderne, nous on est égaux, mais avant on n'était pas inégaux, faut pas exagérer, non mais c'est bon. Donc voilà, c'est juste se dire que si les aînés sont tombés dans le panneau, et si à peu près partout dans le monde, depuis toujours, les aînés sont tombés dans ce panneau, c'est pas par hasard, c'est parce que le panneau il est puissant, extrêmement puissant. Hein, c'est un piège extrêmement puissant. Et donc il faut y réfléchir soigneusement.
J'ajouterais juste que ce panneau, c'est précisément le fait de justifier l'existant en disant c'est normal, c'est naturel. Et justement, la rupture avec le naturalisme, c'était ça. C'est rompre avec l'idée que naturellement, les femmes étaient faites pour s'occuper du travail domestique. Et c'est en ce sens qu'il fallait rompre avec le naturalisme. Donc ça me semble très important. Les deux moments clés, je dis tout de suite où ça se joue, c'est le moment où les gens, l'homme et la femme par exemple, décident de vivre ensemble. C'est le premier moment clé. Deuxième moment clé, c'est quand arrive le premier monde. En général, ça s'aggrave en termes d'inégalité. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits déjà il y a longtemps, qui ont été réédités. On a toujours le même constat. Malgré tous les discours iréniques des magazines féminins qui nous disent que ça y est, c'est fait, tout est réglé. Non, les choses ne sont pas réglées. Concernant les inégalités entre hommes et femmes, sur certains points, rien n'a bougé depuis 25 ans. Inégalité salariale, rien n'a bougé. Et je précise, les inégalités salariales sont plus grandes qu'elles ne sont chiffrées en général. Tout à l'heure, on parlait de 19%, j'arrondis à 20. Oui, c'est en disant que les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Mais les hommes gagnent 25% de plus que les femmes, c'est la même réalité. Mais on retient le chiffre 20, sauf que le chiffre est faux. Le chiffre est calculé à partir d'une fiction. La fiction, c'est on fait comme si tout le monde travaillait à temps plein. On raisonne en termes d'équivalent temps plein. En réalité, comme il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel, l'écart n'est pas de 20 et 25, selon le sens dans lequel on lit, mais il est de 37 et 54%. Et oui, c'est beaucoup plus important, mais ce chiffre n'est pas popularisé par les médias. Ben, ça a des effets. Et juste encore un point, je voudrais juste donner une petite dimension historique. On imagine souvent, à tort, qu'il y a un sens de l'histoire, que les choses vont toujours vers le mieux. Il ne faut pas oublier que l'histoire nous a montré qu'il y avait des périodes de régression. Je vais prendre juste la question de l'activité professionnelle des femmes. Elle monte progressivement tout au long du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 14. Et ensuite, de la guerre de 14 jusqu'en 1960 en France, jusqu'en 1980 en Allemagne, on a une régression. C'est ce que les sociologues allemandes ont qualifié de processus de Hausfrauisierung, Housewifeisation. C'est-à-dire une période où les femmes ont été progressivement enfermées dans l'espace domestique. Et on a dû attendre en France, où pourtant l'inversion s'est faite dès 1960, on a dû attendre 1988 pour retrouver le taux d'activité des femmes d'avant la Première Guerre mondiale. Je raconte ça parce que dans la tête de la plupart des gens, il y a l'idée complètement délirante que grâce à la Première Guerre mondiale, les femmes se seraient mises à travailler. Non, les femmes ont toujours travaillé. Moi, je voulais dire, alors je vous rejoins sur mon histoire des courses. On avait constaté qu'en effet, au moment où il y avait un jeune couple qui se formait, il y avait une répartition des rôles d'un coup qui se faisait avec celui qui fait celle qui fait les courses et celui qui ne les fait pas parce qu'il les fait mal. Et c'était très jeune, mais c'était au moment où le couple se formait. Ça m'avait vraiment impressionné. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que vous avez raison, les hommes n'ont jamais été... Je pense qu'il n'y a pas une question de jeune génération, il n'y a jamais... Malgré tout ce que je vois beaucoup avec les études que j'ai faites dans les entreprises, il y a quand même beaucoup de machisme. C'est-à-dire des femmes qui vous racontent. Je me suis fait interpeller. On m'a dit, ah bah oui, tu as eu la place d'un homme parce qu'elle avait eu une promotion. Ou des jeunes femmes maghrébines, par exemple d'origine maghrébine, avec toi on a fait coup double. Parce que non seulement c'est une femme, mais en plus voilà, c'est le critère origine ethnique, etc. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de femmes, de jeunes femmes en 2016, enfin les études il y a 2-3 ans, l'annonce de la grossesse. Je vais être obligée de dire que je suis enceinte. Non mais c'est encore une angoisse en France, en 2015-2016, d'annoncer qu'on est enceinte. Enfin, moi je sais ce que c'est. Hein. Quand j'ai annoncé le 5e, j'ai vu mon père, mais c'est combien, tu veux en faire encore. Au bout d'un moment, de toute façon, on se pose plus de questions, mais
se dire qu'une jeune femme a l'angoisse d'annoncer qu'elle va être enceinte, comme si on ne savait pas gérer une absence qui est anticipée, et voilà, mais au quotidien c'est quand même ça, hein. Il faut aussi le savoir. Et quand on disait les hommes n'assument pas, moi je peux vous dire aussi le nombre de témoignages de femmes, et j'en fais partie, qui ont raconté que leur voiture était en panne alors que c'était leur gosse qui était malade pour justifier l'arrivée à une réunion, alors que des hommes vont annoncer, en effet, et c'est pas si mal vécu que ça, ils doivent rentrer plus tôt parce qu'ils ont l'enfant à la maison. Et voilà, ça aussi c'est du quotidien qui n'est pas simple à vivre. Voilà. Et je crois qu'il faut aussi quand même le dire. Et on parlait des figures modèles. Je crois qu'en effet, il y a des figures modèles qui peut-être nous donnent envie d'autre chose, mais je pense aussi à toutes ces figures modèles qu'on voit et qui sont si heureuses d'être à la maison. Hein, on dit plus femme au foyer, on dit blogueuse. Non mais, Madame Obama, c'était comment? C'était Motherly Chief, c'était être la mère, voilà. C'est le retour des étudiantes après MBA aux États-Unis, 40% qui reviennent parce qu'elles sont fières d'élever leurs enfants. Je crois qu'il y a aussi des contre-figures modèles par rapport à l'émancipation qui se sont mises en place et sur lesquelles il faudrait aussi qu'on se pose des questions. Pourquoi on a ça qui se met en place et qui perturbe, qui brouille aussi beaucoup d'images? Je crois que c'est le quotidien de beaucoup de jeunes femmes, ou de moins jeunes, hein, qu'on retrouve à travers ça. Roland Federcorn, Antonio Gabrielli, et ensuite on passe. Oui, alors c'est juste une boutade à propos des héros et des héroïnes. Comme je suis entouré d'un père de famille nombreuse et d'une mère de famille nombreuse, je crois qu'il faut insister aussi sur le fait que les femmes ne sont pas obligées de faire des enfants. Oui, et qu'il faut défendre le droit et l'idée qu'une femme puisse très bien choisir de ne pas avoir d'enfants, parce qu'il y a aussi une pression sociale très forte qui pèse là-dessus. Ça, c'est une remarque. La deuxième remarque, comparaison internationale, toujours extrêmement intéressante, et c'est vrai que la France, avec les pays d'Europe du Nord, est plutôt le moins mal loti, malgré toutes les critiques fort justifiées qu'on est en train de développer. Si on prend le modèle opposé, c'est le Japon par exemple, c'est ce que c'était en Allemagne aussi, ça change lentement en Allemagne, mais ça change un peu. Au Japon, dans les entreprises, dans les grands groupes en tout cas, dès qu'une femme se marie, elle est foutue à la porte. Et seuls les groupes les plus libéraux ne la foutent à la porte que quand elle sera enceinte. Donc vous voyez un peu le modèle, ce qui fait que le Japon est un pays qui est extrêmement dur avec les femmes du point de vue du travail, mais je pourrais ajouter d'autres éléments concernant par exemple le rapport à la sexualité au Japon, qui est assez spécial également. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Par contre, on voit des choses très intéressantes en Chine ou en Afrique, où on voit des femmes vraiment connaître des réussites professionnelles et être des figures modèles sur la réussite. Mais comme vous dites, alors là, moi je suis entièrement d'accord avec vous, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'enfants voilà, ce sont des choix. Et sur l'Allemagne, pour avoir fait pas mal de cours ici sur ces sujets-là, là aussi des femmes en formation continue qui racontent comment encore maintenant elles sont traitées de femmes corbeaux en Allemagne parce qu'elles osent continuer à travailler et mettre leurs enfants à la crèche. Et ce qui est encore un regard... voilà. Il y en a très peu. Oui, quand il y a des crèches, oui, de faire garder leurs enfants. Tout à fait, vous avez raison. Alors, on va donner la parole à la salle. Les invités sont à vous. On va prendre 3 questions. Merci, bonsoir. Moi, j'ai entendu une réflexion venant d'un étudiant. Il disait d'accord pour que les femmes soient des postes à responsabilité, mais ça ne doit pas discriminer les hommes. Donc, il ne faut pas que la femme serve de faire valoir. Alors, sur le coup, je n'ai pas trouvé d'argument contre. Alors, je voudrais savoir si le changement de culture que vous demandez pourrait passer par, peut-être pas une surreprésentation des femmes, mais du moins que ça paraisse normal qu'il y ait plus de femmes que d'hommes pour changer cet aspect que si on met une femme, il ne faut pas que ça discrimine les hommes. Voilà. Je vais répondre sur la première partie, peut-être je passerai le niveau sur la seconde. Sur la première partie, une discrimination positive, elle a toujours pour corollaire une discrimination négative.
par définition, vous faites un quota, vous discriminez positivement des femmes, vous discriminez négativement des hommes. Le principe même du management, la philosophie du management, le contrat social de l'entreprise, c'est, même s'il est imparfaitement appliqué évidemment, c'est que ce sont vos compétences et votre comportement qui vous permettent d'accéder à un poste plus haut. Si on vous dit qu'il y a une autre logique et que parce que vous êtes une femme, vous aurez une promotion par rapport à un homme, vous rompez ce contrat qui est que c'est la compétence et le comportement qui donne la promotion. Vous créez deux catégories. Donc vous voyez, c'est normal que ces hommes tordent le nez au minimum sur le fait que tout d'un coup, on va promouvoir des femmes plutôt que des hommes à compétences égales. Après, on peut aussi prendre le problème différemment en expliquant pourquoi on va le faire. On peut expliquer que la mixité n'est pas en place, que les structures, que les pratiques et la culture managériale est très en retard et que ça vient notamment du nombre, de la présence ou non de femmes dans les instances de direction. Donc on peut aider un peu le système. On peut aussi montrer que même si on pense qu'il est égal, et même si les règles sont les mêmes effectivement pour les hommes et les femmes, en fait le système n'est pas égal. En fait il y a une inégalité réelle considérable pour les femmes et qu'il faut changer ça. Et que pour changer ça, il faut, en fait, on va mécaniquement arriver à augmenter le taux de femmes dans les instances dirigeantes en modifiant les pratiques et l'organisation du travail et la culture du travail. Je vous donne un exemple. C'est exactement, j'en parlais à Thierry précédemment. En fait, c'est comme si vous aviez un match de foot entre les hommes et les femmes, même règle, même terrain, tout pareil, sauf que le terrain est en pente vers les femmes. Donc pour mettre un but pour les femmes, il faut qu'elles remontent tout le terrain, etc. Pour les hommes, le ballon est en direct. C'est les mêmes règles, factuellement c'est les mêmes règles. D'entre eux, l'entreprise a des règles absolument égales pour les hommes et les femmes. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Il n'y a pas d'inégalité pour les femmes. Sauf que réellement, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'arriver et d'assumer un poste à responsabilité. Parce qu'elle a des contraintes de vie qui s'opposent au présentéisme, qui s'opposent à la mobilité, qui s'opposent à quel âge on repère les hauts potentiels, qui s'opposent aux semaines de formation qui sont très sympathiques mais qui sont très compliquées pour les femmes en général, etc. etc. Donc vous voyez, il faut bien comprendre que quand les hommes râlent, ils ont des raisons de râler, parce que dès qu'on leur présente ça comme une discrimination finalement des hommes vis-à-vis des femmes, même positive ou négative dans le sens, l'entreprise n'est pas un lieu de discrimination, fût-elle positive. En revanche, quand on leur montre qu'on va résoudre une discrimination de fait des femmes dans le monde professionnel par un travail égalitaire sur tous les processus de management, de travail, sur toute la culture managériale, alors les hommes sont d'accord. Il n'y a pas d'opposition, vous savez. Mais d'où l'importance de la communication. Si vous dites que c'est tout à fait légitime de poser des objectifs d'arrivée de femmes aux différents postes, aux différents niveaux de hiérarchie. C'est parfaitement légitime. Mais il faut dire comment on va y arriver. Si on dit qu'on va nommer des femmes à la place d'hommes, mais c'est normal que les hommes se rebiffent et trouvent ça injuste. Si on dit qu'on va y arriver en travaillant sur les process, la culture, etc., je ne reviens pas, ils ne se rebiffent pas, ils trouvent ça normal parce qu'en fait ils se rendent compte aussi que de toute façon ils vont profiter eux aussi avec finalement pour les hommes comme pour les femmes pouvoir mieux réussir sa vie pro et sa vie perso. Et là tout le monde est d'accord. Moi je répondrai un peu différemment. Moi j'adore la phrase de François Giroud que vous connaissez tous: l'égalité sera réelle entre les femmes et les hommes quand les femmes incompétentes auront des postes de pouvoir. Et je pense, les études le montrent, que les femmes ont un problème de rapport à la compétence qui est le syndrome de la bonne élève. Moi j'ai fait des études là-dessus. Tant qu'une femme n'est pas hyper compétente, ne sait pas tout faire dans tous les sens, elle n'osera pas demander la promotion, elle n'osera pas demander une augmentation de salaire, alors qu'un homme n'aura pas ce même problème. On l'a vu sur plein de sujets, par exemple rentrer au conseil d'administration quand on a voulu la parité, les femmes ont dit quoi? Et je l'entends moi encore au quotidien. D'abord, je ne le ferai pas sérieusement parce que je n'aurai pas le temps d'être toujours présente, et puis je ne sais pas faire, j'ai besoin d'une formation. Alors quand vous regardez le temps de présence des hommes, ils vont une fois sur 10, ça ne leur pose aucun problème, ils occupent la place, et quand il y a eu des formations qui sont arrivées, les hommes ont dit « Ah ça fait 10 ans que j'y suis, mais ça serait peut-être bien quand même que je me forme ». Donc il y a un vrai rapport à l'incompétence et à la compétence, à la légitimité, qu'on retrouve. Moi j'ai fait des études sur les hommes homosexuels, où on a ce même rapport, en fait, une forme d'illégitimité par rapport donc à la compétence. Ça, je crois que c'est très important à redire. La masculinité fait encore partie des vieux codes de la promotion, de la réussite, du leadership. Think manager, think male, ça reste quelque chose de très 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 présent. Et la deuxième chose, et là je suis désolée, c'est du témoignage, il y a le formel et l'informel.
Moi, je fais partie d'un monde, on est à peu près 20% de femmes directrices de business school, nationales, internationales. Je fais partie de plein de commissions, je me retrouve toujours. On est, allez, quand les jours vont bien, 2 femmes, alors avec 15 hommes, puis des fois toute seule. La réunion se passe toujours bien. On ne dit pas ferme-la parce que t'es une femme, ou t'as trop parlé. Ou... Non, non, ça va toujours bien. Seulement à la fin de la réunion, qu'est-ce que j'entends? On va boire une bière? Hein? Et c'est au café que ça se passe. Et c'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est pas que je bois pas de bière, c'est le cas, mais vous voyez, c'est le temps informel qui compte aussi. Et c'est là où se passe trop de choses. Alors c'est normal, hein, je vais pas mener des combats contre tout, mais là aussi il faut réfléchir sur ces temps qui sont pas les temps formels où tout va bien. Mais c'est, voilà, au fond d'un café, on va sympathiser entre gens qui se connaissent. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup, beaucoup plus de mal, parce qu'elles ont peut-être moins de temps aussi, par rapport à ces temps informels. Malheureusement, Nathalie Loiseau, qui devait participer à la table ronde, n'a pas pu, et on a déjeuné ensemble l'autre jour. On était exactement sur la même analyse, la directrice de l'ENA, de cette difficulté à gérer les temps informels. Une réaction très courte, c'est que les temps informels, on peut aussi les rendre formels. Oui, c'est bon, on peut les gérer, on peut dire non, maintenant c'est plus le soir, on termine à l'heure, etc. Mais on a par exemple, j'ai vu d'entreprise dire on a une journée par mois de séminaire où on y va vraiment pour parler complètement informel, on ne parle pas boulot, on a un déjeuner par semaine d'équipe et on arrive quand même à là avoir des choses qui peuvent s'améliorer. Le dîner à l'autre bout du monde, voilà, c'est normal, mais ça se passe comme ça. Je pense vous m'avez fait penser à Clara Guémard, qui racontait que quand elle est rentrée pour la première fois dans le conseil d'administration, dans le comité de direction de GE Monde, ils sont venus en Finlande, et en fait, donc, ils ont une journée où ils ont parlé bagnole, etc. Bon. Et le soir, c'était sauna. Sauf que sauna en Finlande, c'est mixte. Donc elle n'a pas voulu y aller, elle s'est fait traiter de nerveuse, machin, etc. Et en fait, il a fallu qu'elle pose le problème pour qu'ils se rendent compte qu'il fallait créer des temps mixtes réellement. Sous un autre plan. J'ai un peu les mêmes idées. Très rapidement, il y a un point qui a été dit à l'instant, savoir à quelle heure on termine. C'est un point fondamental. C'est parce qu'on ne sait pas, pour certains postes, à quelle heure on termine, que ça empêche d'organiser le restant de la vie. Et ça concerne évidemment d'abord les hommes. Et c'est précisément ce point qui était central. J'ai participé au mois de septembre à une table ronde, pas de ce type, un peu différente au Japon. Et c'était le point clé qui était soulevé. Parce qu'ils ne savent jamais quand le boulot se termine. C'est le chef qui décide le jour même. Et ils ne savent jamais quand ça se termine. Quand on ne sait pas quand le boulot termine, on ne peut pas organiser le restant de la vie. On est totalement dépendant de l'entreprise. Mais il faut voir aussi qu'il y a, moi quand je fais allusion à des conférences à l'international, où on est en déplacement, c'est ça aussi. On fait la conférence, après il faut bien aller dîner, et il faut bien en effet aller au sauna ou au club de sport. Voilà, et ça c'est du temps semi-professionnel qui est extrêmement compliqué à gérer. Et quand on est une femme au milieu de 20 hommes, c'est pas vrai qu'on a tout à fait les mêmes discussions, les mêmes conversations, les mêmes... Oui, mais... voilà, c'est un problème de... Il y a toujours un informel, ça. On a le temps pour une deuxième question. Bonsoir, je vous remercie pour ce débat, c'est vraiment très intéressant. Je me sens très concernée, je suis moi-même donc femme professionnelle, cadre ici à l'école. Je manage une équipe de 8 personnes, 2 petits enfants à la maison. Il y a aussi un monsieur à la maison qui lui est ingénieur, cadre dans une entreprise, un poste très important. Et on dispute régulièrement de qui a le job le plus important. Moi j'ai des déplacements, moi je dois m'occuper des enfants. Ah, elle est malade, qui va rester à la maison? Donc, je me demande à quel point il faut valoriser cet, on va dire, héroïsme d'une femme qui travaille, qui assume tout, qui fait les courses le week-end pour que la famille est tranquille à la maison et que voilà, on assume notre rôle de femme, de vie professionnelle, de vie de famille, etc. Et l'homme, à ses côtés, qui lui aussi assume des choses. Enfin, c'est pas non plus moi... victime de notre vie, et lui qui maintenant n'a pas droit à aller jouer au squash parce qu'à chaque fois c'est une négociation. Est-ce que je peux? Ça te dérange pas? Tu peux t'occuper des enfants? Oui, bien sûr.
Donc je me demande, parce que tout à l'heure vous avez dit que les hommes, ils se taisent, ils disent rien. Et c'est vrai que je me dis toujours, moi, dans ma tête, j'ai toujours une liste de 35 000 choses que je dois faire et que je lui reproche et qu'il ne fait pas. Et lui, d'un autre côté, il a l'air super zen, non mais tout va bien, t'inquiète pas, on gère. Et qu'on a aussi intrinsèquement cette mauvaise conscience qu'on se dit, oui d'accord, j'assume tout, mais lui aussi, il est génial quand même, il fait plein de choses, et voilà. Et quand même, il prend le temps le matin pour amener la petite à l'école. Voilà, donc on est toujours en ce conflit, on se demande, et on n'en parle pas. Lui, enfin, il sait que je suis là ce soir, donc il a assumé lui, il est allé chercher les filles et tout. Mais je suis pas sûre à quel point il sait qu'est-ce que ça déclenche dans ma tête que je passe cette soirée avec vous au lieu d'avec lui. Donc je me demande à quel point est-ce qu'il faut chercher encore cette conversation à la maison et à la limite de risquer notre dispute sur un terrain qui est déjà conflictuel et lui laisser aussi sa tranquillité à lui parce qu'en fin de compte tout va bien. Merci de votre témoignage. Je voudrais juste dire 2 mots. La première, c'est que ce que vous avez dit, c'est un parfait résumé de ce que représente l'autre partie du travail domestique, qui est la charge mentale. La charge mentale pèse sur les femmes de manière très claire. Et l'autre point, vous avez été parfaitement clair aussi, me semble-t-il, c'est que ce qu'on appelle la conciliation, c'est un mot, à mon sens, à bannir. C'est un mot à bannir parce qu'on demande toujours la conciliation aux femmes, jamais aux hommes. Ensuite, quand ça merde, quand il y a des tensions, c'est toujours de leur faute. Donc quand il y a des tensions ou quand il y a des conflits, c'est de votre faute parce que vous avez osé remettre en cause le déséquilibre du partage des charges domestiques d'une façon générale. Moi, c'est mon expérience, hein, mais je pense que aussi, trop souvent, dans l'organisation de partage des tâches, on tombe dans l'affectif. Or, on est, et tu es la première, à savoir hyper bien gérer ton temps professionnel, savoir faire avancer les sujets. Et je crois qu'il y a des fois, il faut gérer sa vie personnelle. Enfin bon, j'avais 6 enfants, je suis désolée de le dire, mais avec professionnalisme. Voilà, il y a l'organisation du temps, il y a la babysitter, il y a le carnet d'adresse, et on organise ça froidement. Si un enfant est malade, quelles sont les solutions, etc. Et trop souvent, je sais pas comment dire, c'est tabou, on veut pas le savoir, c'est hyper affectif, on tombe dans l'ajustement mutuel, donc dans l'engueulade, et en plus on sait tout ça, on le sait faire dans l'entreprise ou dans la vie privée, et on n'accepte pas de le mettre en place dans la vie perso. Moi par exemple, les tours de débarrassage, c'était des tours de débarrassage de tous les enfants, parce que je savais que si chaque jour on disait « qui débarrasse aujourd'hui ?», il y avait toujours... voilà. Et tout doit être, à mon sens, beaucoup plus pensé d'une façon froide, organisée. Le dimanche soir où on organise les agendas de la semaine, mais sinon, on tombe tout le temps dans l'ajustement mutuel. Et donc, on tombe dans les reproches, ou au contraire, mais on est dans le piège de l'affectif. Et malheureusement, je crois que si on veut vraiment ne pas être embarrassé par cette charge mentale, il faut qu'on trouve un peu de process, un peu de procès. Et franchement, toutes les femmes avec qui j'ai discuté, ou les couples où il y avait ce charge lourde, c'est comme ça qu'on arrivait à peu près à gérer avec des répartitions. Il y en a un qui fait plus le médecin, mais l'autre qui fait plus la musique, un qui fait plus le sport, mais plus l'autre qui fait... Parce que c'était plus facile ensuite de faire avancer les sujets. Et le rendre tabou, ça, parce que comme si on est un peu dans l'idée que ça va se faire naturellement. Non. Une vie de famille, c'est pas naturel, c'est de l'organisation. Et je pense qu'il faut accepter de le traiter comme tel. Enfin, moi, c'est ma vision, et c'est comme ça que j'ai fait avancer. Personne n'en est mort. Hein. Et tous mes enfants quand ils racontent leur enfance, c'est un peu Cendrillon, Oliver Twist. Voilà, je pense qu'on a tous les mêmes à la maison aussi. Mais ce qui m'amuse dans ce que dit Isabelle, c'est que je pense que quand on est père ou mère de famille nombreuse, en fait, ce qui commande ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Oui, tout à fait, je suis d'accord. À 2, à 1 ou 2 enfants, on a le choix, on peut en faire deux. Mais à 6, on a le choix, il faut organiser de manière pro les choses. Et en fait, on met en place de force les process qui sont en fait assez intéressants. Sur ce qu'on disait, sinon, je crois que c'est vraiment important de pouvoir en parler avec son conjoint.
au calme, pas forcément à un moment de tension, mais au calme, pour justement essayer de se rendre compte qu'on a tous, sans le savoir, des stéréotypes de être un bon père, être une bonne mère, être un bon époux, une bonne épouse, et qu'en fait, voilà, tout ça, ça déboule sans qu'on le sache, et qu'en fait, le mettre sur la table ensemble et en parler, c'est vraiment important. Dans Happy Men, nous, les hommes qui sont Happy Men, ils prennent un engagement. Alors, on leur a proposé 32 engagements, ils peuvent en prendre d'autres, bon. Mais dans ces engagements, il y en a un qui est, je poserai la question avec ma femme. Je mettrai ça sur la table et j'essaierai d'en parler. Tout simplement parce qu'on sait qu'en général, ils pensent que les choses vont très bien, que la femme est ravie de faire beaucoup plus, qu'en fait, ça fonctionne très bien, que ce sont des choix qui ont été faits ensemble. Et ils vont apprendre avec surprise qu'en fait, non, c'est pas vraiment un choix et c'est pas vraiment égal. Et c'est important parce que s'ils ne l'entendent pas de manière calme, en fait, ils le voient pas. Ils le voient pas. Moi, je ne l'ai pas vu pendant des années. Ma femme en faisait beaucoup plus que moi. Je ne l'ai pas vu. Donc voilà, je crois que c'est très important d'en parler. Il y a une autre expérience, il y a un autre engagement auquel ça m'a fait penser sur Happy Men, j'aborderai la question de l'égalité professionnelle dans le prochain dîner amical où je serai. Ah, c'est extraordinaire. Parce que vous faites ça, alors surtout je vous conseille de faire ça minuit et quart, au moment où le dîner commence à piquer du nez. Là. Vous faites ça, vous allez voir, c'est spectaculaire, tout le monde s'engueule. Tout le monde s'engueule, les couples s'engueulent, les hommes s'engueulent entre eux, les femmes s'engueulent entre elles, les hommes s'engueulent avec les femmes, tout le monde s'engueule. C'est spectaculaire. Alors là, comme déversement de stéréotypes, mais vraiment observé, c'est fantastique. C'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, effectivement, toutes les situations, tous les non-dits, tout ça sort. Et ça, moi je trouve que c'est une superbe leçon, parce que quand on le fait avec honnêteté, on se dit, mais voilà, il y a plein de choses dont j'ai jamais parlé, dont je parle pas, dont je sais pas parler, que je fais, voilà, comme ça, parce que c'est pour moi qu'une bonne mère, c'est ça, bon, à mon père, c'est ça, et en fait, ça mérite qu'on en parle. Alors je finirai juste, encore une phrase, je finirai juste par une phrase, que j'aurai pas le temps de commenter, mais je vous la donne, parce que c'est une phrase dont j'ai appris très récemment, qu'elle était beaucoup employée dans les politiques publiques en Suède, et que j'emploie depuis des années, qui est l'égalité des femmes fait la liberté des hommes. Je pense qu'elle est fondamentalement vraie et qu'elle apporte une ouverture extraordinaire. L'égalité des femmes fait la liberté des hommes. C'est donc sur cette très belle phrase que nous allons conclure cette table ronde que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Merci à l'EM Strasbourg de nous avoir accueillis. Merci également à Rachel Nuance et les équipes de Brains Agency. Une autre phrase, celle-ci de Victor Hugo. La première égalité, c'est l'équité. Et c'est par ces mots donc que je vous souhaite à tous une très bonne soirée.